Moi, c'est parti de mon côté. Pour l'instant, personne ne voit rien. Bien, mesdames et messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous avions imaginé tenir une session en présentiel avec la trajectoire de sortie de confinement qui avait été dessinée par le président de la République. Malheureusement, les objectifs fixés par le gouvernement n'ont pas été atteints et le Premier ministre a prolongé les règles applicables jusqu'au 15 décembre pendant encore 3 semaines. Parce que de surcroît, les résultats en Haute-Marne ne sont pas bons, j'ai préféré ne pas prendre de risques, mais aussi ne pas donner une mauvaise image de la politique. Les règles s'appliquent à tous et nous réunir physiquement alors que d'autres moyens sont possibles pour tenir cette réunion n'aurait pas été sérieux. Preuve qu'il nous faut faire attention, la Covid a touché le premier des Français cette semaine et a mis par ricochet de nombreux membres du gouvernement à l'isolement. Le message de vigilance vaut partout et je crois malheureusement qu'il va falloir s'y habituer car la situation va encore perdurer en 2021. Je vous rappelle que ces débats sont à la fois retransmis en direct et suivis par la presse, mais aussi par de nombreux Haut-Marnais. Je vais donc commencer par faire l'appel. Alors, est-ce que Michel André est parmi nous? Oui, bonjour. Bonjour et présent. Rachel Blanc est à côté de moi. Céline Brasseur. Bonjour, présente. Anne Cardinal. Présente. Attends, vas-y. Présente. Karine Colombo. Bonjour, présente. Nicolas Convolte. Présent. Bonjour à tous. Jean-Michel Feuillet. Jean-Michel Feuillet. Oui, non, excusez-moi. Bonjour à tous, c'est présent. Merci. Brigitte Fischer-Patria. Bonjour à tous, présente. Paul Fournier. Bonjour à tous et à toutes, présent. Patrick Viard. Bonjour à tous et à toutes, présent. Nicolas Furtès. Présent. Bernard Gendreau. Bonjour, présent. Laurent Gouverneur. Présent, bonjour. Gérard Gros-Lambert. Bonjour, présent. Alors, Luc Ispard est absent et a donné pouvoir à Gérard Gros-Lambert. Astrid Ditulio. Présente, bonjour. Mokhtar Kalal. Bonjour, présent. Marie-Claude Laboca. Bonjour, présente. Anne Leduc. Bonjour, présente. Laurence Robert Dehaut. Bonjour, présente. Nadine Marchand. Est-ce que Nadine Marchand est présente? Le micro est coupé. Oui, bonjour. C'est noté. Bonjour à tous, présente. Stéphane Martinelli. Bonjour, présent. Véronique Michel. Bonjour, présente. Anne-Marie Nedelec. Bonjour à toutes et à tous, présente. André Moirot. Bonjour, présent. Bertrand Olivier. Bonjour, présent. Catherine Pazior-Vigneron. Bonjour, présente. Jean-Michel Rabier. Présent, bonjour. Mireille Ravenel. Mireille Ravenel. C'est noté. Elisabeth Robert Dehaut. Yvette Rossigneux. Bonjour, présente. Fabienne Scholammer. Bonjour à tous, présente. Et Damien Thiriot. Bonjour à toutes et à tous, présent. Merci. Alors, avant de débuter cette séance, je voudrais que nous rendions hommage à Valéry Giscard d'Estaing, qui est décédé le 2 décembre dernier. Avec lui s'éteint la Ve République du XXe siècle. Il était le dernier président témoin de l'après-guerre, de la France du général de Gaulle, des Trente Glorieuses. Il restera résolument un homme politique moderne qui a fait avancer l'égalité femmes-hommes comme aucun autre après lui. Jeune président, il a fait beaucoup pour la jeunesse de notre pays, pour cette Europe
qu'il a fait véritablement entrer dans la démocratie, puisque c'est sous son mandat qu'est décidée l'élection du suffrage universel direct du Parlement européen. Aussi particulier que cela puisse paraître en visioconférence, je vous demande de vous lever et de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. Il existe des périodes plus dures que d'autres, durant lesquelles il faut plus que de l'engagement, plus que des actes pour donner du sens à l'action publique. Il en faut plus, il faut avoir une foi inébranlable en notre capacité à nous relever. Je crois que nous traversons une telle période. Je reprenais mes notes de l'an dernier et j'y ai retrouvé l'ambiance lourde de ce qui était la fin des manifestations des Gilets jaunes, ce mouvement qui est parti du monde rural. Il était d'ailleurs particulièrement présent en Haute-Marne. De cette ambiance sociale lourde, nous sommes passés à l'urgence sanitaire mondiale, foudroyante. Depuis plusieurs mois, elle préoccupe les gouvernements de tous les pays. Aucun pays démocratique n'a trouvé la solution, le remède miracle, et cette situation crée une défiance sans précédent entre les élus et la population. Comme je l'ai déjà dit, je ne tomberai pas dans la facilité du yaka faucon. C'est une méthode bien utilisée en ce moment. On prend une décision du gouvernement, on la confronte à une situation à un autre pays complètement différent et on applique le choix fait par un troisième pays. Voilà ce qui nous est parfois proposé aujourd'hui quand on n'est pas d'accord avec le président de la République. Eh bien, je ne suis pas d'accord, vous le savez, ni avec le président, ni avec celles et ceux qui ont la critique facile sans rien proposer. Cette position, pas seulement commenter, mais agir, proposer, j'ai souhaité depuis mon élection en faire une marque de fabrique. Depuis 3 ans maintenant, je ne cesse d'être force de proposition, être partout où on ne nous attend pas ou plus. C'est le rôle que j'ai voulu que le département joue pendant cette crise sanitaire en étant auprès des oubliés, celles et ceux qui sont devenus peu après les indispensables. Je veux parler des aidants à domicile, des ambulanciers, des personnels des EHPAD. Tous ont été en première ligne et grâce au travail conjoint de la région et du département, ils ont été dotés de matériel de protection. Mieux encore, pour les aides à domicile, nous avons attribué une prime exceptionnelle qui a été versée en novembre dernier. C'est aussi la plateforme que j'ai initiée avec l'État pour soutenir les personnels des EHPAD et EHPA afin d'éviter le phénomène de glissement de plus en plus inquiétant pendant ce second confinement. Avec seulement 10 EHPAD qui ont fait part de leurs besoins, 13 missions confirmées pour 49 candidatures de bénévoles depuis la mise en place, le dispositif a peiné à se mettre en œuvre. Cela sera évidemment plus compliqué avec la période des fêtes, car chacun aspire à retrouver les siens. Nous allons le poursuivre en janvier pour en tirer le bilan avec l'État et les directeurs des EHPAD. Cette situation m'inquiète, car je reçois beaucoup de messages de ces dernières semaines de familles qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de restrictions pour visiter leurs parents en établissement. J'ai d'ailleurs interpellé le directeur territorial de l'ARS afin qu'il fasse comprendre, afin qu'il fasse comprendre que monter des murs dans les EHPAD ne sert à rien et c'est parfois pire. Excusez-moi, mais c'est le masque qui est en train de m'asphyxier. Je vais boire un verre. Dans cette période sans précédent, c'est également faire plus pour celles et ceux qui ont moins. Nous aurons à nous prononcer à ma demande en faveur d'une subvention exceptionnelle pour des associations qui ont un rôle social majeur en temps normal et qui, avec la crise sanitaire devenue économique et sociale, vont faire face à une augmentation de leurs bénéficiaires. 4 associations qui apportent un soutien alimentaire, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, le Secours catholique, le Secours populaire, à laquelle s'est ajouté Emmaüs, qui est un acteur social majeur, vont donc bénéficier d'une aide de 5 000 €, en plus de ce qu'elles perçoivent dans le cadre de partenariats qu'elles ont déjà avec le département. C'est un geste fort de solidarité envers nos concitoyens qui vivent des moments de grande difficulté, particulièrement mal vécus à l'approche de la période des fêtes. Force de proposition,
j'ai souhaité l'être en matière de calendrier électoral avec quelques-uns de mes collègues en appelant à un report des élections départementales en juin 2021, le temps qu'une partie des interrogations autour de la vaccination soit levée. Missionné par le président de la République, l'ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, avec qui je me suis entretenu, est arrivé à la même conclusion, qui est une position sage et équilibrée, car elle n'interfère pas avec la présidentielle de 2022. J'avais alors exprimé ma satisfaction, mais aussi ma vigilance. Un mois plus tard, il ne reste que ma vigilance, car rien n'a été arbitré par l'exécutif. Ce sentiment qu'on attend que la situation pourrisse pour décider, ce n'est pas à la hauteur du président de la République, c'est irrespectueux vis-à-vis des élus locaux et de la démocratie. Alors, annoncer un référendum en étant incapable de décider quand auront lieu les élections départementales et régionales. En d'autres temps, on aurait utilisé les termes de coup d'État permanent. Dans d'autres pays, la France condamnerait cela comme une atteinte à la démocratie. Je crois qu'on s'en rapproche et cette attitude est extrêmement dangereuse. Toujours dans l'action qui nous caractérise, vous aurez à vous prononcer sur un nouveau système d'aide à la sécheresse. Comme vous le savez, le monde agricole a subi pour la 3e année consécutive un nouvel épisode aride en 2020. C'est pourquoi j'ai voulu présenter notre système d'aide renforcé avec Jean Rotner, président de la région, qui est venu mercredi à Mareil, au milieu des agriculteurs, pour évoquer notre complémentarité. Ce dispositif s'appuiera sur 2 volets. Un premier, identique aux années précédentes, correspondant à une aide en faveur de l'élevage, bovin, ovin et caprin, basé sur le nombre d'UGB, les fameuses unités gros bovins. Un second, complètement nouveau, correspondant à une aide aux grandes cultures, basée sur le nombre d'hectares de SCOP de 2008, surface en céréales entre autres. Le montant global de ce dispositif est exceptionnellement porté pour l'année 2020 à 1 300 000 de crédits de paiement en investissement. C'est plus du double de l'an dernier, preuve qu'à la parole, nous joignons des actes. L'action enfin, c'est penser le monde d'après. Depuis plusieurs semaines, nous entendons tous l'annonce de plans de relance ou de plans anti-Covid. J'ai parfaitement conscience de l'urgence qui nous entoure et le conseil départemental doit être conscient des défis qu'il doit relever en tant que collectivité des solidarités. Car avant de se lancer dans de nouvelles politiques, il faut commencer par bien assumer les siennes et cela passe par mesurer ce qui nous attend. Comme je l'ai dit depuis plusieurs mois, la crise sanitaire est maintenant économique. Elle est sur le point de devenir sociale et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la déflagration que notre société va devoir affronter en 2021. Des entreprises qui licencient, un chômage de masse, des bénéficiaires des minima sociaux toujours plus nombreux. Mais ce qui est nouveau, qu'on avait déjà observé lors de la crise de 2008, ce sont des familles avec le couple qui travaille, qui ne peuvent plus joindre les 2 bouts, le recours multiplié au crédit à la consommation. C'est UFC Que Choisir qui, cette semaine, a donné l'alerte. Plus de 9 milliards d'euros ont été empruntés sous cette forme en France. Cela représente un peu plus de 1 020 € par emprunteur, avec déjà une hausse de 60% des demandes de report d'échéance ou de renégociation. De nombreux impayés sont à craindre, ce qui va ajouter des difficultés à la précarité existante. Les conséquences pour le département ne peuvent pas encore être mesurées, mais la trajectoire est bien là et les montants donnent le tournis. En Haute-Marne, on est passé d'un budget pour les dépenses sociales de 80 millions d'euros, compte administratif 2010, à une présentation dans le cadre du budget primitif 2021 qui sera proposé dans quelques instants de 107 millions d'euros. Alors oui, nous allons nous concentrer nos efforts en matière de fonctionnement sur nos premières missions. L'accompagnement des personnes fragiles, notamment à travers l'aide sociale à l'enfance. L'accompagnement des bénéficiaires du RSA, en poursuivant notre démarche d'insertion avec le RSA vendange ou bénévolat que je souhaite faire avancer plus rapidement que dans les territoires d'expérimentation. C'est aussi la convention avec le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, avec une sanctuarisation de notre contribution financière de fonctionnement à 6,4 millions, soit 300 000 de plus au BP que de l'an dernier, une nouvelle dotation globale d'équipement de matériel technique de 500 000 € et un crédit de paiement pour 1,5 million et pour la construction et la réhabilitation de casernes. Les pompiers de Haute-Marne, professionnels et volontaires, doivent être certains de notre soutien le plus total. Le bien vieillir de nos aînés, à la fois quand ils sont dans les EHPAD, en poursuivant nos aides à l'investissement immobilier, ou dans leur maintien à domicile, en développant notre programme d'action de prévention avec la conférence des financeurs. Surtout, et nous aurons l'occasion de le développer plus largement dans la séance d'aujourd'hui,
il y a la mise en œuvre d'un engagement fort que j'avais pris devant vous et devant le CDCA, c'est le schéma départemental de l'autonomie. C'est le fruit de nos politiques en faveur des personnes âgées et celles qui sont en situation de handicap. Ce recueil s'organise autour de 4 grandes orientations: l'observation et le pouvoir d'agir, la fluidité des parcours, l'inclusion, l'accompagnement des situations complexes. Avec ce document, nous avons l'assurance d'agir de façon coordonnée, juste partout sur le territoire, au plus près des besoins de nos bénéficiaires. Mais je laisserai le soin à Rachel Blanc et à Marie-Claude Lavocat de le détailler tout à l'heure. Alors oui, j'entends d'ici les esprits chagrins. Je veux leur dire que se concentrer ne veut pas dire plan-plan. Cela signifie croire à un projet différent, parce que le monde de demain se construit aujourd'hui. Mais parce qu'il va falloir sortir des sentiers battus, nous voyons bien que les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes sur un certain nombre de sujets. Nous devons innover. Dans le champ de la santé, nous avons commencé cette année avec la signature de notre partenariat Imeuse Santé, qui va permettre de lancer des expérimentations qui ne seraient pas accessibles avant plusieurs années sans cette structure grâce au retour d'expérience et à la massification. En matière de santé, notre objectif est clair: faciliter l'accès aux soins des Haut-Marnais et soutenir l'innovation dans le champ de la santé. Je dois le dire, je crois qu'il faut faire attention au mirage des bonnes idées toutes faites. Je prends l'exemple du salariat généralisé tel qu'il s'est développé en Saône-et-Loire. J'en discutais avec son président lors d'un séminaire des présidents il y a quelques semaines. Ils sont passés de 20 médecins à 60 médecins en 3 ans. On pourrait dire que cela fonctionne parfaitement. Sauf que la masse salariale a explosé, les médecins demandent toujours plus. Si les actes remboursaient le coût, ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Et la courbe ne va pas aller en s'améliorant. En entrant dans un monde hyper concurrentiel, c'est justement ce à quoi on s'expose. Il faudra toujours donner plus, et même encore plus, parce que notre déficit d'attractivité nous oblige à proposer davantage, comme nous le voyons d'ailleurs dans le recrutement de nos collaborateurs. Je l'avais dit lors des orientations budgétaires, je préfère m'appuyer sur le réseau des praticiens. Cela veut dire qu'il faut mieux les accompagner en investissement, et je souhaite proposer une nouvelle action à l'Assemblée du GIP, et dans leur communication, comme nous nous étions engagés à le faire, notamment lors d'événements organisés par les facultés de médecine, mais aussi qui ont été malheureusement annulés cette année. Il faut faire avec eux, mais pas à leur place. C'est le contrat de confiance que je veux proposer, et le groupe de travail santé qui a été réactivé par Rachel Blanc se réunira avec cette feuille de route lundi prochain. Il n'exclura rien, mais je veux qu'il ne se contente pas à la facilité de faire marcher la planche à billets. L'innovation dans le champ du handicap, c'est la construction d'une nouvelle offre d'accompagnement plus modulaire et mieux personnalisée. Vous le savez, le handicap est une de mes principales priorités et ce projet me tient à cœur. Il faut à la fois qu'il réponde aux attentes des intervenants, mais aussi qu'il s'inscrive dans la réalité des familles. C'est aussi pour ça qu'ils partent en Belgique et je crois que nous sommes sur la bonne voie en 2021 pour voir le lancement de cette réalisation. L'innovation, c'est le sens des agences départementales que je souhaite proposer prochainement en matière d'attractivité et de tourisme, mais aussi en matière d'ingénierie territoriale. Je l'ai dit il y a quelques semaines, nous avons péché par manque de partage de nos expériences. Notre territoire a besoin d'ingénierie et j'ai encore pu le constater lors de la présentation de la déclinaison de France Relance en Haute-Marne lundi dernier. Je crois que ces politiques, comme sur celles de l'eau, de l'environnement, l'échelon départemental est le bon niveau, le bon dimensionnement. Je veux que 2021 soit l'année de la décision. Prendre une décision, définir un cap, c'est l'objet d'un budget. Mais c'est aussi de façon plus prospective, s'engager pour l'avenir. C'est ce que nous avons décidé avec la majorité. Je le disais en début de propos, avec la crise sanitaire, nous passons à une nouvelle échelle car la pandémie frappe partout sur le globe, quelle que soit la classe sociale, le métier, l'âge, la religion, le sexe ou la nationalité. Cette incertitude tétanise les gouvernements et leur population et conduit à la défiance des uns envers les autres. Loin de vouloir donner les bons et les mauvais points, je travaille depuis plusieurs mois au déploiement d'une stratégie globale et ambitieuse pour notre territoire. M'appuyant sur des finances saines, avec une majorité départementale imaginative et solide, j'ai souhaité en effet que le département de la Haute-Marne prenne toute sa part dans la réponse collective à apporter à cette crise sans précédent. Avec CAP 2030, que nous avons présenté lundi dernier, le Conseil départemental présente un plan d'action pour notre territoire, aussi raisonné qu'il est exceptionnel. Nous allons d'abord créer les conditions d'un choc d'investissement en Haute-Marne en lançant des projets structurants pour la jeunesse, la valorisation de nos savoir-faire et le tourisme avec Animal Explora. S'inscrivant dans le cadre de France Relance,
Nous maximiserons ainsi nos capacités d'agir rapidement dans les domaines clés pour notre territoire et viendrons ainsi en soutien à notre économie. Cette ambition s'amplifiera tout au long de la décennie, partout et au bénéfice de tous, à la fois pour nos infrastructures et en soutien des projets d'avenir. Au total, c'est près d'un demi-milliard d'euros qui va être injecté directement par le conseil départemental. Et parce que nous nous appuierons sur les collectivités et leurs projets, cet effort aura un effet levier proche du double à la fin de la décennie, avec le soutien du GIP, bien entendu. Pour conclure, je veux vous dire que nous répondrons aux enjeux que pose cette crise sanitaire qu'en étant unis et volontaires. Vous pouvez compter sur le conseil départemental pour être à la hauteur des défis à relever. Je l'ai dit, je veux aller vite, c'est évidemment dans ma nature, on ne se refait pas. Mais aussi parce que je pense qu'on ne peut plus attendre pour les Hauts-Marnais. Les Français en général en ont assez des lenteurs de tout genre. Je voyais le Premier ministre Jean Castex inaugurer lundi dernier le prolongement de la ligne 14, 6 km de métro supplémentaires. C'est aussi le résultat du plan de relance, celui de Nicolas Sarkozy. Il aura fallu 11 ans pour sortir ce projet. À l'heure de l'instantanéité des réseaux sociaux, ce n'est plus imaginable. Alors faisons de ces prochaines 10 années la décennie des possibles pour la Haute-Marne et pour les Hauts-Marnais. Je vous remercie. Et excusez-moi encore, mais le masque est quand même très compliqué. Alors, qui veut prendre la parole? Alors, Madame Cardinal, vous avez la parole. Oui, c'est Nicolas Fuertes, parce qu'on a le même ordinateur pour pas qu'il y ait d'écho. Oui. Voilà, bonjour à tous. Monsieur Fuertes. Voilà, vous m'entendez bien avec le masque? Vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bon. D'accord, très bien, merci. Donc, juste en préambule pour répondre à votre discours, on salue effectivement le geste que vous faites aux 5 associations d'aide, en ce contexte de crise, effectivement, sanitaire, mais aussi sociale. Donc, c'est un geste très louable et que l'on apprécie beaucoup de la part du conseil départemental. Nous vous en remercions. On apprécie aussi la volonté donc, de soutenir effectivement ceux qui étaient en première ligne et qui sont toujours en première ligne face à cette pandémie qui malheureusement progresse encore là ces derniers jours. Donc les soignants, les aides-soignants, les personnels de l'EHPAD, les personnels d'aide à domicile. Et j'en oublie, mais en tout cas, on tient aussi à les saluer parce que malheureusement, le combat continue et risque de continuer encore de nombreux mois. Donc, c'est très bien que notre collectivité aussi prenne sa part donc, dans l'aide. Et effectivement, dans l'avenir, il faudra réfléchir aussi comment on peut mieux aider à améliorer le fonctionnement et à rendre plus attractifs les emplois, notamment dans les EHPAD, qui ont été quand même très touchés par cette pandémie et qui sont très touchés. Donc, c'est vrai que ça fera partie aussi, je pense, des réflexions pour que le département s'investisse aussi, même s'il n'a pas directement la compétence dans les EHPAD, mais il y passe souvent des conventions, notamment tripartites. Ça, c'est sur le plan donc, sanitaire. Pour compléter, puisque vous avez fait allusion dans votre discours, donc les solutions de santé, la télémédecine, c'est un outil qu'il faut ne pas négliger, effectivement, qu'il faut développer, mais ce n'est pas une solution. En fait, il n'y a pas de bonne solution, quelle qu'elle soit. C'est tout un panel et c'est l'association de toutes ces solutions et de tous ces outils qui permettra effectivement à ce que la santé soit garantie à nos Hauts-Marnais. Il y a une étude là qui est sortie récemment qui dit qu'on meurt 2 ans plus tôt en espérance de vie dans les zones rurales que dans les grandes villes. Et la principale explication donnée, c'est effectivement l'accès aux soins. Effectivement, dans les campagnes et même dans nos villes à nous, ici en Haute-Marne, il y a de plus en plus de Hauts-Marnais qui n'ont plus de médecins traitants et qui ne renoncent à des soins ou en tout cas à des diagnostics et qui font que donc ils meurent plus tôt puisque les maladies ne sont pas diagnostiquées. Donc il faudra être très vigilant dans les années à venir et il faut qu'on attaque ça dès l'année prochaine. Donc sur évidemment se donner toute la palette d'outils possibles pour pouvoir attirer des médecins généralistes, qu'ils soient salariés, qu'ils soient libéraux. Moi, je suis pragmatique. Ils sont tous les bienvenus. Il faut qu'on fasse ça de manière réfléchie, qu'on tienne compte évidemment
des exigences des nouveaux médecins qui ne veulent plus travailler seuls, qui veulent travailler en groupe, connectés. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Il faudra aussi décloisonner la barrière administrative. Alors, ça concerne surtout la moitié sud du département, puisque nous, c'est la faculté de Dijon, l'université de Dijon qui fournit le plus de médecins et ils ont du mal à nous envoyer les étudiants. Donc, en Haute-Marne, on dépend de Reims et Reims, en général, la Haute-Marne n'est pas toujours très bien choisie. Donc, c'est un travail à faire aussi à ce sujet-là, décloisonner ces barrières administratives qui nous permettent d'avoir des internes, des stagiaires qui, pour certains, vont s'installer. Et quand on regarde, il y a 20 ou 30 ans, les médecins généralistes qui se sont installés en Haute-Marne, beaucoup, c'est parce qu'ils venaient faire leur stage ici en Haute-Marne. Et ce serait déjà bien qu'une partie de nos Haut-Marnais, parce qu'on a quand même beaucoup de Haut-Marnais qui deviennent médecins, puissent avoir cette possibilité de revenir, s'ils le souhaitent évidemment, en Haute-Marne, soigner donc nos concitoyens. Ça fait, j'insiste beaucoup sur la santé, mais parce que c'est, j'allais dire, un des éléments moteurs si on veut attirer de nouvelles populations dans notre territoire, dans notre beau département. Le cadre de vie en est une autre, mais la santé, c'est une des conditions indispensables. Donc, on vous soutiendra, comme on l'a dit dans le débat d'orientation budgétaire, sur votre volonté et votre dynamisme à lancer donc des investissements, j'allais dire sans précédent dans ce plan donc 2021-2027. On vous soutiendra. On sera quand même toujours vigilant pour que, évidemment, ces investissements soient le plus efficients possible. Il y en a, effectivement, il faudra quand même le faire. Ça fait partie des prérogatives. Réparer des routes, améliorer la voirie, ça fait partie, j'allais dire, des obligations. Rénover les collèges aussi. Ça fait partie des obligations, évidemment, il faut le faire. Mais effectivement, Animal Explora donc, va être lancé. Il va falloir qu'on regarde bien, j'allais dire, les nouvelles pratiques touristiques et en espérant évidemment que les flux vont pouvoir être, j'allais dire, presque aussi libres qu'avant la crise pour que cet ambitieux projet touristique et de développement pour notre territoire puisse vraiment, j'allais dire, permettre ce développement. Donc nous, on y croit, ce nouveau projet. Il faudra juste être un petit peu vigilant vis-à-vis de ce qui s'est passé donc avec de ce qui se passera avec cette crise sanitaire pour voilà, ne pas se rater. Mais si j'ai bien compris, on a enfin un promoteur privé qui s'associe. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour ce projet phare dont on entend parler depuis quand même très longtemps. Donc, agir vite, on vous y encourage, Monsieur le Président, agir bien aussi, donc on vous soutiendra, on sera dans un esprit constructif, on ne pense pas être, nous, des esprits chagrins. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci M. Vertel. Sur la question de la santé, vous savez, le conseil départemental n'est quand même pas seul à intervenir. Moi, j'attends de voir aussi ce que les uns et les autres font dans leurs intercommunalités, dans leurs communes et dans leurs villes. Maintenant que vous êtes aussi aux responsabilités à Langres et au Grand Langres, il y a des choses qui peuvent se faire à cette échelle là aussi. Voilà, il y a ceux qui sont très actifs, d'autres moins dans les intercommunalités. Je crois que je fais partie, moi, dans mon intercommunalité Meuse-Rognon, des communautés de communes qui ont pris cette politique à bras-le-corps, et on a des propositions, on fait des choses pour les médecins. Maintenant, on ne peut pas tout attendre non plus du conseil départemental et du portefeuille du conseil départemental, parce que là, c'est quand même une politique qui coûte cher. Maintenant, c'est aussi une politique sur laquelle on est attendu, je suis d'accord avec vous, et on sera bien sûr à la hauteur des attentes, mais on peut aussi accompagner, le conseil départemental le fait, peut accompagner les investissements portés par les intercommunalités ou par les villes. On peut aussi venir en accompagnement, il ne faut pas non plus tout attendre. Voilà. Après, il faut aussi regarder, je pense qu'il faut faire les choses de façon synchronisée, parce que quand toutes les collectivités veulent s'occuper de la santé, ce n'est pas non plus la bonne solution. La région veut s'occuper de la santé, le département, les villes, les intercommunalités. C'est aussi parfois la meilleure façon de ne pas se coordonner et de ne pas faire avancer. Il y a aussi la question des hôpitaux. Vous avez aussi des responsabilités. Quand vous êtes élu de ville, vous êtes dans des conseils de surveillance, donc vous pouvez aussi faire part de vos inquiétudes, des évolutions demandées. Enfin voilà, on a aussi notre mot à dire, aussi dans nos conseils d'administration des EHPAD. Enfin vous voyez, on est quand même présent
dans pas mal d'établissements et on peut se faire entendre autrement qu'ici au conseil départemental. Voilà, je sais que vous le faites, donc il y a quand même aujourd'hui l'enjeu, il y a bien sûr les médecins généralistes, l'enjeu aussi, c'est le devenir de nos hôpitaux. Vous savez bien que c'est un sujet qui aujourd'hui interroge beaucoup et sur lequel on devra aussi les uns et les autres avoir des positions courageuses ou pas d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui. Alors, Madame Nedelec veut prendre la parole et ensuite Madame Elisabeth Robert-Dehaut. Madame Nedelec, on vous écoute. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur la question de la santé parce que je pense qu'on aura largement l'occasion d'en débattre au cours de cette matinée. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le sujet de l'attractivité plus généralement, puisque la situation que vit la France depuis maintenant 2 ans a révélé une nouvelle image des territoires ruraux. Et beaucoup de citadins ont découvert ou redécouvert que la ruralité n'avait pas que des inconvénients et que les avantages pouvaient même l'emporter parfois largement sur les inconvénients. Donc notre campagne d'attractivité, au-delà du tourisme qu'on a déjà évoqué, doit tenir compte de cette situation nouvelle et c'est l'ambition du budget que j'aurai l'honneur de vous présenter tout à l'heure au nom du président, bien sûr, puisque notre objectif, vous savez, est très ambitieux, c'est attirer des touristes, bien sûr, mais surtout fixer des populations pour enfin inverser cette fameuse courbe démographique. Donc, plus que jamais, nous devons mobiliser nos énergies parce que nous ne sommes évidemment pas les seuls à avoir fait cette analyse. Et je pense également que les agences dont le président a parlé dans son discours, agences d'ingénierie et d'attractivité, sont tout à fait d'actualité aujourd'hui et sont même un besoin qui devient de plus en plus urgent. Je vous remercie. Merci Madame Nedelec. Madame Robert-Dehaut, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je voulais rebondir sur le problème de la santé qui est quand même un problème essentiel dans la Haute-Marne. Lors du dernier conseil de surveillance de l'hôpital Geneviève de Gaulle, un des membres, le docteur Malraux, qui a dépassé l'âge de la retraite et qui s'en va finalement définitivement, a une nouvelle fois dit que ça devenait absolument dramatique. Et le président de la CME a réagi en proposant donc un plan d'action. Et dans le cadre de ma mission encore de présidente de ce conseil de surveillance, je vais constituer un groupe de travail qui va rassembler bien sûr le conseil départemental, mais aussi le maire de Saint-Dizier, l'ARS, la CPAM, mais également l'ordre des médecins et le directeur du GHT Grand Est, pour que eh bien, on se mette vraiment en ordre de bataille, parce que tout le monde déplore, mais en fait, personne ne s'est jamais vraiment réuni de façon élargie pour pouvoir examiner les possibilités d'action. Alors, l'hôpital Geneviève de Gaulle réfléchit au salariat partagé d'un médecin, mais ça ne répond pas du tout aux attentes, puisqu'on a environ 10 000 personnes qui sont sans soignants, y compris des personnes atteintes de pathologies très très lourdes. Donc j'attends un certain nombre de chiffres et de statistiques de l'ARS pour pouvoir mettre en place ce premier groupe de travail. Alors j'en ai fait part à Rachel Blanc et je pense qu'elle sera d'accord pour y participer. Alors, par ailleurs, le CHHM envisage de faire des travaux
dans ces locaux qui sont extrêmement vastes et pas tous occupés, dans la mesure où il y a de plus en plus de soins en ville, à l'idée de créer un campus pour les internes en médecine, parce qu'ils sont logés de façon éparpillée, pas toujours très confortable. Et cette idée de campus d'internes est tout de même intéressante, à la condition qu'elle s'ouvre également donc aux internes de la médecine de ville. Hein. C'est une évidence, et ça n'est pas, enfin c'est une évidence en principe, mais ça n'est pas une évidence dans la mesure où il y a un vrai fossé entre médecine hospitalière et médecine de ville. Et puis donc je voulais aussi attirer l'attention sur un projet qui peine à sortir de terre. Il y a eu un appel à projet qui concerne l'accueil de personnes qui sont toujours hospitalisées mais qui n'ont plus grand-chose à faire dans les hôpitaux. Par exemple, des personnes qui ont des fragilités mentales, en plus d'autres handicaps. Et SOS Femmes Accueil avait répondu donc à cet appel à projet, mais peine à trouver un lieu, peine à trouver des partenaires. Et quand on pense qu'une personne hospitalisée coûte 800 € par jour et que si on arrive à la placer dans un établissement, une sorte de pension de famille finalement, si on arrive à la placer dans un tel établissement, son coût baisse énormément et elle recouvre une certaine autonomie. Donc je voulais également demander si nous pouvions accompagner SOS Femmes Accueil dans sa recherche d'une solution qui serait bénéfique pour ces personnes et également bénéfique pour les hôpitaux. Merci Madame Robert Dehaut. Madame Blanc, vous voulez ajouter quelque chose ou répondre à Madame Robert Dehaut? Oui, bien sûr, Madame Robert Dehaut, pour participer à ce groupe de travail sur la santé, avec grand intérêt. Je pense qu'effectivement, à ce jour, les interlocuteurs qui ont été consultés ne l'ont pas été ensemble. Donc, c'est une initiative intéressante que de pouvoir échanger ensemble. À la demande du président, j'ai réactivé le groupe santé, en effet, qui s'était un petit peu mis entre parenthèses à cause de la crise sanitaire. C'est vraiment essentiel de le réunir pour réfléchir à nouveau sur les perspectives que nous pourrions donner. S'agissant de l'action du conseil départemental en matière de santé, quand même, je pense qu'il faut aussi qu'on recommunique un peu notre action. Nous avons 4 médecins au conseil départemental qui sont des médecins mobilisés sur la petite enfance en PMI. J'ose vous dire que les 3 médecins aujourd'hui sont accueillis et un recrutement ne trouve pas de candidat depuis plus d'1 an et demi. Donc, recruter des médecins dans nos territoires, y compris en salariat, ça reste compliqué. Je veux vraiment attirer votre attention sur ce sujet parce qu'en fait, ça paraît être une très bonne solution, sauf que tout le monde essaye de s'y employer et pourtant, ça reste compliqué. Et enfin, l'expérimentation que nous allons mener sur certains sujets avec le Imeuse Santé, le consortium Imeuse Santé, qui est en fait la santé via le numérique, c'est évidemment pas la clé de toute la réponse, bien sûr, mais c'est en tout cas un vrai sujet dont il faut s'emparer, puisque les EHPAD pourront en bénéficier, les PMI pourront en bénéficier, et l'ensemble des circonscriptions probablement aussi. Voilà, donc nous voulons mener ces expérimentations. Je vous réexpliquerai dans le détail en quoi ça consiste. Et enfin, l'accueil des internes, pour répondre aussi à Monsieur Fuertes. Le conseil départemental s'est emparé du sujet depuis un bon moment maintenant, plus de 5 ans. Il y a maintenant 20 places d'accueil en appartement pour les internes. À Saint-Dizier, ça fonctionne très bien. À Chaumont, ça fonctionne très bien. Et un peu disséminé dans le département, ça fonctionne aussi. Toutes les initiatives qui ont été prises de la part des médecins ou des élus de différents territoires du département pour dire nous voulons accueillir des internes et créer les conditions pour le faire, le conseil départemental a répondu présent. Donc, je vous le redis, je reste à votre disposition si d'autres initiatives devaient se faire dans un temps
court ou moyen. Voilà. Merci, merci Madame Blanc. Monsieur Fournier avait demandé la parole. Merci Président. Effectivement, ça ne vous surprendra pas, je vais effectivement aussi parler du thème de la santé, qui pour moi est la priorité absolue, hein. C'est-à-dire que là, on est face à des problèmes, effectivement, on parlait des départs en retraite de médecins, Madame Roberdeau l'a évoqué, Nicolas Fertès aussi, je crois. Effectivement, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, le magnifique plan d'investissement que vous avez concocté, Président, et qu'on soutient évidemment, ne servira à rien, malheureusement, dans quelques années, si on ne résout pas ce problème de manière urgente. Alors évidemment, on ne peut pas résoudre d'un coup de claquement de doigts un problème aussi lourd, mais il va falloir trouver des solutions très innovantes et engager des moyens très conséquents si on veut pouvoir faire face, puisque, bon, effectivement, d'après les statistiques des départs de médecins, etc., à l'échelle de 3-4 ans, on risque d'être face à des situations qui vont paraître insolubles. Alors, vous avez parlé du lien avec les hôpitaux, effectivement. Alors, on a un territoire qui est un peu écartelé entre le CHU de Reims, et vous savez que pour ce qui est du groupement du sud de la Haute-Marne, nous avons réussi à casser la barrière administrative et à avoir des accords avec le CHU de Dizon. Donc effectivement, je soutiens ce que vous dites sur ce sujet. Il faut absolument qu'on puisse avoir une vision sur la politique hospitalière. En revanche, pour ce qui est effectivement des médecins, vous avez pu évoquer, Président, le fait qu'il fallait un pilote dans l'avion pour cette politique. Effectivement, si chaque territoire essaye d'avoir une politique, ça va devenir rapidement illisible et on va avoir des mises en concurrence, je pense, qui seraient peut-être un peu dommageables. Alors moi, vous le savez, hein, je vous en avais parlé, ça fait déjà 3 ans que je mets ça régulièrement sur le tapis et je suis heureux qu'on en parle un peu plus en détail enfin sur le sujet des médecins salariés. J'ai toujours précisé que pour moi, ce n'était pas du tout la solution miracle, hein, qu'elle pouvait concerner uniquement les zones vraiment avec des déserts médicaux, mais malheureusement, il semblerait qu'on s'oriente vers une multiplication rapide de ces zones. Donc moi, j'ai bien conscience que ce n'est pas du tout la solution miracle. Cependant, effectivement, si on parle de pilote pour ce genre de projet, de politique sanitaire, je pense que seul le conseil départemental pourra mener une telle politique. D'abord parce qu'on est les seuls qui avons la capacité financière de le faire, et puis la vision sur un territoire qui, malgré tout, est quand même assez cohérent. Donc, je pense que le conseil départemental va devoir prendre ce rôle. Alors, c'est l'objectif, effectivement, du groupe santé dont parlait Rachel Blanc, au moins de réfléchir comment on peut faire. Moi, j'ai toujours pensé que c'était impossible de faire de mettre en place une telle politique sans négocier avec les collectivités territoriales pour qu'elles participent, hein, c'est-à-dire, voilà, alors je ne sais pas si ce sera les intercos, les communes, dans certains territoires peut-être d'autres syndicats ou formations qui vont devoir se former, hein, tout est à inventer effectivement, mais voilà, je pense que le conseil départemental est la seule collectivité qui pourra faire une cartographie vraiment pertinente en analysant sur le terrain, vraiment suivant les besoins, puisqu'on sait que certaines zones n'ont pas besoin de médecins salariés, par exemple. Effectivement, ça va coûter très cher. Alors, la concurrence, elle va être exponentielle puisque tous les territoires vont bien comprendre qu'ils vont devoir passer par là, hein. Et moi, je ne me fais aucune illusion. Je pense que tous les départements dans lesquels on va avoir des déserts médicaux vont se pencher vers la solution du salariat. Alors, certains l'ont fait avec beaucoup d'avance, hein. Effectivement, vous avez cité la Saône-et-Loire qui maintenant a mis en place un système très lourd et très impressionnant qui, effectivement, va coûter très cher. Ce que vous évoquiez, Président, à propos de la nécessité, effectivement, d'avoir des salaires de plus en plus attractifs pour ces médecins, oui, plus on prend du temps et plus ça va jouer contre nous. Et effectivement, et c'est un problème qui existait un petit peu moins il y a quelques années. Et effectivement, il va falloir faire avec, puisque ça va prendre de l'importance. Voilà, donc moi, je réaffirme effectivement mon souhait de voir le conseil départemental prendre en main très rapidement et avec beaucoup de volonté, parce que ce sujet, parce que je ne voudrais pas que vraiment la politique très ambitieuse qu'on est en train de mener et qui peut sortir le département de l'ornière, je ne voudrais pas que tout ça tombe
tombe en morceaux et que ça a été fait pour rien. Et pour moi, effectivement, la priorité absolue, c'est effectivement cette politique de santé. Je vous remercie. Bon, alors, effectivement, je vais répondre sur quelques points, mais on a quand même une certaine tendance à attendre toujours beaucoup du conseil départemental. Alors après, on explique que le président est hyper présent et qu'il se mêle de tout. Mais sur la politique de santé, moi, je reste persuadé que le salariat, encore qu'on le souhaite, même Blanc vous l'a dit, hein, encore qu'on souhaite embaucher des médecins, on aura des difficultés aussi à les trouver. C'est une solution. J'y suis pas fermé non plus, mais je suis pas non plus emballé sur la méthode du salariat des médecins. Je l'ai toujours dit, c'est vraiment aux médecins de s'organiser aussi. Nous, on est là pour les accompagner dans leur installation, dans leurs investissements. Voilà. Après, voilà, la commission va être réactivée. Vous ferez des propositions. Enfin, le responsable dans l'affaire, hein, ce sont bien les législateurs qui n'ont jamais eu le courage d'obliger les médecins à s'installer dans des zones déficitaires. Alors, une fois de plus, c'est les collectivités qui vont devoir s'en charger, parce que là, pour le coup, c'est bien à l'État de s'en occuper et aux législateurs, mais vous comprenez bien que le lobbying des médecins est quand même puissant. Le jour où on obligera les médecins à s'installer, ou en tout cas à commencer à s'installer dans des zones déficitaires, ça ira mieux. On le fait pour les gendarmes, hein, parce qu'on le fait aussi pour les agents ONF. Enfin, si on n'avait pas cette obligation dans l'armée ou à la gendarmerie, on aurait aussi des départements sans gendarmes. Je vous le dis, hein. Alors voilà. Alors ensuite, ils nous expliquent, les médecins, qu'on est dans des professions libérales et que du coup ils peuvent faire bien ce qu'ils veulent. Sauf que quand même, ils viennent régulièrement solliciter les collectivités pour le salariat, pour l'installation. J'ai encore un exemple tout récent que j'ai d'hier. Un médecin qui voulait s'installer sur le territoire Meuse-Rognon, et qui est venu donc visiter, il a répondu en disant bah non, moi en Côte d'Or on me propose tout. Voilà, j'ai pas de loyer, je paye pas de loyer pendant 2 ans, tout est gratos. Alors ça va être la surenchère des territoires, mais vous l'avez dit, Monsieur Fournier, mais on va être là-dedans, on va être dans la surenchère des territoires, sur l'installation, sur les salaires. On voit déjà ça, excusez-moi, mais on voit déjà ça à l'hôpital de Chaumont. Hein, quand on voit ces fameux mercenaires qui viennent se sucrer à l'hôpital de Chaumont et qui ne sont pas en plus des médecins extraordinaires, moi ça me choque, parce que c'est quand même de l'argent public tout ça. Donc voilà, si vous ne voulez pas gagner d'argent, eh ben voilà, vous faites un autre métier, mais voilà, les médecins c'est quand même ça aujourd'hui. Ils ont l'impression d'être tout permis parce qu'on est dans une situation difficile, que nos concitoyens sont très attachés à ces questions de santé. On veut être bien soigné, voilà, on a vraiment une vraie attente, une vraie demande. On a des territoires aujourd'hui qui sont en grande difficulté par manque de médecins. Et c'est vrai aussi que les médecins, ça fait partie de l'attractivité d'un territoire, vous avez raison. Voilà, donc on sera bien sûr acteurs. Je le redis quand même, je voudrais aussi que les collectivités nous accompagnent là-dessus. Hein, vous l'avez dit, les villes, les intercommunalités peuvent aussi avoir des initiatives. Nous, on peut les accompagner. Mais bon, voilà, dans ce que vous dites, Monsieur Fournier, c'est que vous mettez quand même une grosse responsabilité sur la question de la santé sur le département. On n'est pas quand même les seuls acteurs, hein. On fait quand même beaucoup et on va souvent sur des questions qui ne sont pas les nôtres. Alors, il arrive un moment, il faudra qu'on fasse aussi des choix. Vous avez vu, hein, on investit beaucoup pour l'avenir dans beaucoup de domaines. On va avoir une dégradation, je le dis, sociale terrible. On va avoir une mission d'accompagnement des plus fragiles qui va s'amplifier. Voilà, vous allez voir le budget tout à l'heure. La solidarité, 59% de notre budget de fonctionnement. On a des habitants qui vieillissent, on a des ambitions dans nos EHPAD, on a beaucoup d'ambitions, mais maintenant, voilà, donc tout ça, il faut y réfléchir, il faut regarder combien ça coûte, comment on s'engage. Moi, j'ai pas envie de m'engager seul. Voilà, donc après, ne pas s'engager seul, c'est aussi travailler avec les autres collectivités. Hein, c'est pas, je dis pas que tout le monde doit faire la même chose. Et puis on doit peut-être sortir aussi de tous ces schémas, ces plans qui servent à rien, qui nous expliquent que tout va bien ou que tout va bien se passer. Il faut peut-être avoir des solutions plus simples de coopération entre l'ensemble des collectivités. Voilà. Alors, est-ce que le département doit être la collectivité pilote sur la question de la santé? Je m'interroge quand même. Alors, je crois qu'il y a encore Madame Cardinal ou Monsieur Fertès qui ont demandé la parole.
Oui, Monsieur le Président, c'est Anne. Je voulais juste rebondir sur vos propos. Je crois qu'au niveau des médecins, il faut qu'on différencie aussi les médecins praticiens hospitaliers, comme vous l'avez bien souligné, avec les mercenaires qui interviennent dans nos établissements de soins, et nos médecins qui sont effectivement dans les hôpitaux, qui ne sont peut-être pas assez valorisés. Mais ça, c'est vraiment de la politique nationale. De plus, par rapport aux médecins libéraux, on ne peut pas leur imposer, ce sont des médecins en activité libérale, contrairement aux gendarmes ou aux eaux et forêts ou tout ce que vous avez cité, c'est deux choses différentes. Ah, je crois qu'on ne m'entend pas bien, je vois pas qui fait des signes. Voilà. Par contre, en ce qui concerne les collectivités, bien sûr que notre rôle, c'est de favoriser au niveau matériel la paix de ces professionnels, tant dans l'effort pour le logement et des exemples comme ça. Mais il faut vraiment bien différencier les différentes activités médicales et ne pas globaliser les actions et les représentations. Je vous remercie. Oui, merci Mme Cardinal. Oui, effectivement, faut bien. Je ne mélange pas les choses, bien sûr, mais les problématiques sont un peu différentes. Mais la question de la santé, il faut la voir aussi d'une façon quand même globale, parce que si un hôpital va mal, vous ne rendez pas attractif un territoire de santé. Donc les médecins généralistes ont des difficultés, ne veulent pas aller à proximité d'un hôpital qui va mal. Donnons l'exemple, hein, enfin voilà, on le sait, proche de nous. Mais je redis, dans médecin libéral, il y a le mot libéral. Alors quand vous êtes libéral, vous vous débrouillez tout seul. Voilà, vous vous débrouillez tout seul parce que et vous venez pas chercher, vous venez pas faire les poches des collectivités. Voilà, et c'est quand même maintenant, on est quand même dans cette dimension. Alors, Monsieur Fournier, je pense, veut me répondre. Ensuite, Madame Nedelec et Monsieur Rabier. Monsieur Fournier. Alors, je dois avouer que j'ai bien aimé votre prise de parole concernant la législation et la question qui concerne les médecins. Effectivement, alors moi, je l'ai toujours dit aussi, hein, alors c'était quelque chose qui pendant longtemps a été un peu politiquement incorrect, hein, d'affirmer ce que vous avez dit publiquement, Président, d'évoquer effectivement l'obligation d'installation des médecins. Alors vous auriez pu aussi ajouter effectivement les enseignants. Hein. Les enseignants ne choisissent pas non plus là où ils sont nommés. Alors, en fait, il y a énormément de métiers en France qui concernent le service public où on n'a pas le choix de là où on s'installe. Alors après, effectivement, bah, voilà, comment on considère la profession des médecins? Est-ce que c'est un service entièrement public ou est-ce que ça peut rester libéral? Bon, effectivement, on sait que la plupart de l'argent vient quand même de la caisse d'assurance maladie et de tout ce qui est aussi public, hein, pour beaucoup d'actes, pas tous évidemment, mais pour beaucoup d'actes, hein, au final, l'argent repart dans certaines caisses qui sont abondées par l'argent public. Bref, en tous les cas, moi je vous soutiens entièrement sur ce propos qui concerne la législation. Je pense que beaucoup de personnalités politiques ont été en retrait sur cette question qui devient capitale aujourd'hui avec l'accroissement de la concurrence entre les territoires. Je pense qu'il est temps de mettre fin à une certaine hypocrisie sur le sujet, dont tous les partis politiques d'ailleurs ont été tributaires, hein, gauche comme droite. Et voilà, moi je vous remercie d'avoir pris position là-dessus. Moi je soutiens totalement cette prise de position. Effectivement, beaucoup de problèmes qui se posent actuellement ne se seraient pas posés si on avait cette obligation d'installation des médecins, obligation d'ailleurs pour laquelle beaucoup de médecins, y compris libéraux et très libéraux dans l'âme, sont en réalité pour, quand on leur en parle en privé. Beaucoup estiment en effet que c'est une solution bien plus rationnelle que tout ce qu'on peut imaginer en ce moment, hein, y compris le salariat des médecins qui reste malgré tout du bricolage sur les territoires. Mais bon, malheureusement, quand on a une situation aussi catastrophique, on est obligé de faire du bricolage. Voilà. Mais je vous soutiens entièrement pour cet aspect. Et effectivement, si le conseil départemental prend le pilotage de ce type d'opération, effectivement, ça ne peut pas se faire sans la participation, hein, j'insiste là-dessus, des collectivités territoriales concernées. Un peu d'humour, Monsieur Fournier. Même Xavier Bertrand, qui a été ministre de la Santé et des Solidarités, n'a pas eu ce courage politique d'obliger les médecins à aller dans sa région où il y a aussi un vrai sujet chez lui. Bon, voilà, vous voyez que vous avez dit, hein, toute tendance confondue, politique confondue, on ne fait pas de politique ici, vous le savez. Enfin, quand même, quoi. Personne, ils n'ont pas eu de courage, c'est vrai. Alors, je crois que Madame Nedelec veut prendre la parole. Oui, je vais raccourcir mon propos puisque Monsieur Fournier vient de donner les arguments que moi-même je défends depuis très longtemps.
Moi, je souscris depuis très longtemps à cette obligation d'installation pour une durée limitée, bien sûr, parce que même si les médecins ne sont pas des fonctionnaires, la santé est vraiment un besoin vital au sens premier du terme pour toutes les populations et que nous sommes arrivés dans des situations qui sont de plus en plus critiques. Et je crois que c'est Nicolas Fuertes tout à l'heure qui évoquait ce chiffre. Effectivement, l'espérance de vie est un petit peu plus faible dans le domaine rural parce que, effectivement, cette pénurie de médecins commence à avoir des effets extrêmement pervers. Alors, j'ai toujours aussi un petit peu discuté ce terme de libéral. Quand on voit un petit peu le parcours, les études, c'est la collectivité, les soins, c'est la caisse d'assurance maladie, c'est quand même donc de l'argent public. Et puis, cette situation qui a amené en fait à la fois à une concurrence tout à fait ravageuse entre les collectivités, c'est à celle qui mettra le plus sur la table, mais aussi entre les médecins eux-mêmes. Vous avez parlé des mercenaires et je suis tout à fait d'accord avec Madame Cardinal, il faut bien, enfin, il y a différentes catégories, si on peut dire, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais ce qui est quand même dangereux, c'est que le législateur n'ayant jamais voulu trancher, le problème revient une fois de plus aux collectivités. Et les collectivités donc sont tenues, j'allais dire, d'intervenir. Il y a une pression terrible de la population qui nous donne d'ailleurs des pouvoirs que malheureusement nous n'avons pas. Et la responsabilité de la situation glisse aujourd'hui de l'État vers les collectivités. Si vous n'avez plus de médecin dans votre commune, c'est de la faute du maire, vous n'avez qu'à faire ceci, vous n'avez qu'à faire cela. Donc ça devient un petit peu dangereux. Et je rattache, alors c'est vraiment un grand écart qui est peut-être un petit peu périlleux aussi, mais on a été sollicité, les maires, très récemment, par la Fédération du bâtiment et par le préfet. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la santé, je sais, mais enfin, c'est cet exemple que les maires sont vraiment bons à tout faire. Donc maintenant, on nous dit, voyez, il fait froid, ce qui est vrai. Les salariés du BTP n'ont pas de lieu pour se restaurer. Donc, eh bien, vous, les collectivités, il faudrait que vous mettiez gracieusement des salles à disposition, en prenant soin évidemment de bien les aérer, de bien les nettoyer, de bien les désinfecter, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps dans la salle, etc. Bon, il me semble que dans la plupart des bourgs-centres de ce territoire, il y a des restaurants qui souffrent énormément depuis très longtemps et que ils ont les plats chauds, ils ont les infrastructures, ils ont le personnel pour veiller à tout ça, à ce qu'il n'y ait pas trop de monde, à ce que les précautions sanitaires soient respectées et à ce que les gens soient à l'abri et en sécurité dans de bonnes conditions. Donc, je pense qu'on est en train de tout mélanger et que ça devient dangereux. Merci, Madame Nedelec. Je fais aussi une petite passerelle. Du coup, c'est vrai que le mot n'a pas été utilisé depuis quasiment une heure, une demi-heure qu'on parle de la santé. Le mot ARS, c'est quand même à l'ARS de s'occuper de la santé sur les territoires. Il y a des délégués, il y a beaucoup de monde qui s'occupe de la santé. Donc, à un moment, c'est aussi à l'ARS de s'occuper de tout ça et ne pas repousser à chaque fois vers les collectivités. Dernier exemple, je sais que je vois aussi Madame Roberdeau qui lève la main, qui aura la parole après, mais sur la question de la vaccination, ils vont nous refaire le coup. Ils nous ont fait le coup des masques. Ils ont promis, puis ensuite, c'est qui est monté au créneau? Les collectivités, qui ensuite s'est fait critiquer parce que le masque était bleu et pas vert, et filtrant et pas filtrant, lourd et pas facile à attacher. Les collectivités. Là, sur la question de la vaccination, quand l'État patauge, on vient voir les collectivités. Et là, moi je vous le dis, on va se faire enfermer à nouveau, et on va se faire à nouveau enfermer par l'État qui va nous dire maintenant vous allez vous occuper du plan de vaccination. Moi, je pense que sur un sujet comme ça, il faut être très prudent parce qu'au bout du compte, qu'on prête une salle, pas trop de soucis, on peut prêter les salles, donc ça, on sait le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas aller plus loin parce que, et je l'ai dit à Monsieur le Préfet, il m'a demandé d'être associé, bien sûr, je serai associé, on fera les visioconférences et les réunions thématiques, pas de problème. Sur la question de la vaccination,
c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du ministre de la Santé. Et nous, je crois qu'il faut être très prudent là-dessus parce que ça va patauger, ça va mal se passer, on le sait. C'est tellement un chantier conséquent. Il va y avoir des choix à faire. Vous allez avoir des habitants qui ne vont pas comprendre pourquoi ils ne sont pas vaccinés, pourquoi d'autres le sont. Voilà. Et je pense que là-dessus, c'est à l'État de piloter complètement avec l'ARS et c'est pas à nous. Voilà. Et ça, c'est typiquement, ça va nous revenir. Alors, je savais pas qu'il fallait maintenant mettre à disposition des salles et des cabanes de chantier pour abriter les. Bon, ben voilà, c'est tout. Alors, il y a Monsieur Rabier qui avait demandé la parole depuis un moment. Mais vous savez bien que nous sommes à portée de baffe, Monsieur le Président. Oui. Bah, pas trop quand même. Hein. Pas trop simple. Bon, Bien, Monsieur Rabier. Oui, je voudrais être un peu plus optimiste parce que là, on va bientôt se pendre là, avec tous les discours qu'on entend là. Non, en fait, je voudrais peut-être parler d'un dispositif qui me paraît quand même intéressant, qui est en test dans notre territoire. C'est la communauté professionnelle territoriale de santé, ce qu'on appelle la CPTS. Et donc, il y a une CPTS qui est en train de se constituer sur notre territoire, notre bassin de vie dans le sud, entre la Côte d'Or et la Haute-Marne, donc sur Issurty, Selongé, Longeau, Auberive, le Mont-Saujonais. Donc, ce qui me fait plaisir, moi, c'est on fait abstraction des frontières pour une fois aussi. Et puis, cette CPTS, elle est initiée par l'ARS, pour le coup. Et ce qu'elle a d'intéressant, je trouve, c'est qu'elle met les professionnels de santé en face de leurs responsabilités. Et donc, ce sont tous les professionnels de santé qui sont autour de la table pour pouvoir travailler sur le parcours de santé des patients. Et ils sont autour de la table, donc il y a tout le monde est autour de la table, c'est intéressant. Il y a les médecins, les infirmières libérales, on a les aides de la DMR, on a les kinés, enfin tous les professionnels de santé, et qui construisent l'avenir sur un territoire. Et nous, les collectivités, ce que je trouve intéressant, c'est que la collectivité, nous, on est invités. Donc en fait, on est invités en appui. Et finalement, c'est pas nous qui sommes moteurs, parce que si on était moteur, on se louperait aussi, on serait à côté de la plaque. Et donc on attend qu'on nous demande quelque chose. Et ce sont effectivement les professionnels de santé qui se prennent en main et qui ont des relations avec le CHU, avec l'hôpital de Langres pour ce qui nous concerne, avec le CHU de Dijon. Moi, j'ai l'impression que c'est un bon outil, c'est un test, on va voir. Et c'est donc initié par l'ARS. Et l'ARS va financer un animateur parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'animation pour que ça fonctionne. Donc, ça fera un test, on verra. Merci. Oui, Monsieur Rabier, il y a effectivement quelques CPTS dans le département qui fonctionnent pas mal. Voilà, c'est un outil, vous l'avez dit. C'est un outil et vous avez dit aussi, on est invité, mais on ne prend pas de décision. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est dans ce sens-là. Enfin, quand les professionnels de santé s'organisent entre eux pour proposer une offre de soins sur le territoire, ça va dans le bon sens. Maintenant, les petites réunions comme ça, c'est bien. Il faut maintenant qu'ils en sortent quelque chose. Mais sur la dynamique, effectivement, les CPTS, je pense que c'est plutôt bien parce que on met autour de la table l'ensemble des professionnels. Parce que la santé dans les territoires, évidemment, il n'y a pas qu'une question de médecins généralistes. Vous avez tout. Vous avez la santé dentaire, je vais pas vous refaire. Vous avez un manque de kinés en ce moment. Il n'y a plus de kinés sur le territoire de Haute-Marne, donc c'est très compliqué. On parlait tout à l'heure des sorties d'hospitalisation. Quand vous n'avez pas de kiné qui peut venir à domicile, vous voyez le travail. Voilà, il y a toute la prise en charge des patients qui est aujourd'hui en grande fragilité sur le territoire. Alors, je crois que c'est Monsieur Noireau, puis Madame Robert Dehaut. Monsieur Noireau, vous avez la parole. Vous mettez votre micro. Oui, j'ai mis mon micro. Voilà, donc, on vous écoute. C'est vrai que il n'y a pas de département qui souffre d'un manque de médecins. La vraie cause de tout ça, c'est il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on a limité le numerus clausus, donc limité le nombre de médecins sur le territoire français. Aujourd'hui, on paye très cher et on est obligé de faire appel à des médecins qui viennent de Roumanie ou d'ailleurs qu'on est bien content de trouver. Donc, je dis, la première solution, elle passe. Déjà, vous savez, les médecins qui sont là aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation, je vais dire, un peu de monopole.
et puis c'est eux qui font leurs tarifs et tout. J'en ai un bon exemple avec les médecins au SDIS, etc. Bon, voilà. Donc, je dis la première cause, les Français ne sont pas plus bêtes que les autres. On peut nommer suffisamment de médecins en nombre, et puis là, qui seront sans doute bien contents de venir travailler dans le milieu rural au lieu de crever de faim dans les grandes villes, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne les hôpitaux. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, là, je parle surtout des hôpitaux du Sud-Haut-Marnais. Aujourd'hui, il y a 3 établissements avec un taux de fuite. Aujourd'hui, c'est un taux de fuite de 40%. Je rappellerai quand même qu'il y a une dizaine d'années, une étude très sérieuse avait été faite par l'IFROS de Lyon. Et c'était la bonne question, parce que la première bonne question à se poser, c'est de savoir si 3 établissements pour tel nombre d'habitants, on peut encore les faire vivre. Donc, il y avait une solution qui avait été trouvée, c'était de tout regrouper sur un site du Sud-Haut-Marnais, et bien entendu, surtout ce qui coûte le plus cher, c'est le bloc opératoire, etc. On n'a pas arrivé à l'époque à se mettre d'accord. Le résultat aujourd'hui, c'est que nos 3 établissements sont en difficulté. Et je rappellerai quand même que l'ARS a injecté, je crois, 44 millions. Ce n'est pas une petite somme. Et je crois que l'alerte, elle est donnée, c'est que ça ne pourra pas continuer comme ça. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une réflexion, qu'on s'entende, qu'on se mette d'accord. Ça ne remet pas en cause l'existence des 3 établissements. Simplement, s'il y avait un établissement avec un bloc opératoire, etc., après, eh bien, les malades seraient retransportés sur les hôpitaux de Chaumont, de Langres et de Bourbonne. Mais moi, je crois que la bonne question à se poser, là encore, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est est-ce que 3 établissements peuvent vivre? Je ne parle pas de Bourbonne parce que nous, on n'a pas de bloc opératoire, mais est-ce que 2 blocs opératoires sur le Sud-Haut-Marnais ont encore la possibilité de vivre? Voilà. Merci, Monsieur Noiraud, pour votre intervention. Effectivement, on aura à se positionner là-dessus. Il faudra être courageux, il faudra en parler. Voilà, moi, c'est un sujet, vous le savez, qui m'intéresse et ça fera partie, si les électeurs nous font encore confiance et si je suis encore à cette place-là dans quelques mois, ça fera partie des sujets sur lesquels je m'exprimerai. Parce que on est passé à côté de quelque chose d'important, vous l'avez dit. Voilà, on ne fera pas le passé, mais le futur est devant nous quand même. Hein. Donc, on peut pas à chaque fois qu'on parle de l'avenir des hôpitaux du Sud-Haut-Marnais dire c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, tout va très bien, Madame la Marquise, on est bien soigné. La réalité, elle est quand même loin de tout ça. Et les 40% de fuite que vous dites, il y a quand même un moment, peut-être s'interroger, pourquoi? Et alors là aussi, c'est pas un sujet qui nous concerne directement, la question de l'avenir des hôpitaux. Mais on est quand même des élus de territoire et pour certains, vous êtes élus même dans les villes où vous avez les hôpitaux. Voilà, il faudra quand même avoir le courage de dire les choses. Alors c'est vrai que c'est jamais le bon moment. On va pas se lancer dans un chantier comme ça, vous l'avez bien compris, à quelques mois d'échéance électorale où ça va encore paralyser tout le monde. Mais il faudra un moment qu'on ait le débat. Et moi, je vous proposerais d'avoir le débat au conseil départemental. Voilà. Et on en discutera bien sûr avec les premiers concernés qui sont bien sûr les élus des communes, mais l'hôpital, ce n'est pas qu'une question de Langres, de Chaumont ou de Bourbonne. C'est une question de territoire. Enfin, la santé, l'hôpital de Chaumont, l'hôpital de Langres et l'hôpital de Bourbonne, c'est aussi la dynamique de tout un territoire. Vous avez des salariés qui habitent partout sur le territoire. Donc, il faudra qu'on en discute. Voilà. Et de façon courageuse. Mais vous savez quand même que je fais encore partie des élus qui disent les choses. Voilà. Unitech, tout le monde m'avait dit qu'il fallait que je me taise. J'ai quand même dit ce que je pensais. Alors, sur l'hôpital, vous pouvez compter sur moi pour dire le moment venu, de façon très, très calme et puis très concertée avec l'ensemble des élus qui sont concernés, je dirais ce que je pense de la structuration des hôpitaux du Sud-Haut-Marnais. Je fais quand même un peu partie de ceux qui sont un peu nostalgiques d'avoir manqué à un moment ce projet pour le Sud-Haut-Marnais. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, c'était un plateau technique et c'était le maintien des 3 hôpitaux. Dans les 3 hôpitaux, il y avait une répartition des rôles, des soins de suite, la rééducation fonctionnelle,
Voilà, on faisait les actes à Roulampont et ensuite il y avait quand même le maintien des 3 hôpitaux. Voilà, c'est comme ça. Les feux étaient ouverts à l'époque. On ne refera plus l'histoire. Mais je pense qu'on pourra pas s'affranchir d'un débat et d'une discussion sérieuse parce que l'avenir de nos hôpitaux dans le sud du département est vraiment aujourd'hui en danger. Il faut quand même être conscient. Enfin, quand vous parlez de 44 millions qu'on a injectés, 44 millions, c'est quasiment le prix d'un hôpital neuf quand même. Hein. À un moment, l'ARS va dire stop. Je ne sais pas quand. Donc, on peut très bien dire tout va très bien, l'hôpital de Chaumont fonctionne bien, allez-y. Ce qu'on entend, on entend ces discours-là. Allez vous faire soigner à l'hôpital de Chaumont. Ben, vous faites comment, vous, hein? Donc, il faut être lucide là-dessus. Voilà. Il y a des très bons médecins à l'hôpital de Chaumont. Il y a des très mauvais médecins aussi. Et donc, il faut dire les choses. Alors, qui voulait intervenir? Madame Robert de Haut. Voilà, merci beaucoup. Si, Monsieur le Président, j'ai évoqué l'ARS dans mon intervention tout au début, et justement, j'attends les informations, les chiffres de l'ARS pour proposer une première réunion de ce groupe de travail sur la pénurie de médecins. Et Jean-Michel Rabier a évoqué la CPTS, donc nous en avons une dans le bassin du Nord-Haute-Marne qui est naturellement déjà dans la boucle. En matière de vaccins, c'est vrai que ça ne relève pas notre compétence, mais que rien ne nous interdit de commencer à réfléchir aux forces vives qui pourront nous accompagner dans une campagne vaccinale qui est quand même très attendue sur notre territoire. Et le recensement de ces forces vives, c'est déjà un premier pas vers l'organisation finalement d'une campagne qui devra se faire très très rapidement. J'avais transmis quelques idées à Adrien Guéné à ce sujet et naturellement que je suis prête à participer à l'approfondissement de ce sujet. Les hôpitaux du Sud-Haute-Marne, je m'étonne quand même de ce que dit André Noireau, dans la mesure où ça relève de la compétence du GHT, alors qui est rattaché, si j'ai bien compris, au CHU de Dijon, mais dans le Nord-Haute-Marne, chaque hôpital a quand même ses pôles de compétences et même ses pôles d'excellence et ne fait plus certains actes et il y a une véritable réorganisation des soins pour que d'une part tous les besoins de la population soient couverts et que d'autre part les problèmes financiers auxquels les hôpitaux sont en but ne grèvent pas les budgets des uns et des autres. L'hôpital de Saint-Dizier a perdu des compétences, mais on a acquis d'autres, pardon. L'hôpital de Saint-Dizier a aussi redressé ses finances grâce à la réorganisation proposée par le GHT. Enfin, c'est important. Et attention, un hôpital neuf, on est bien placé pour le savoir, ça coûte extrêmement cher et 44 millions, à mon avis, c'est beaucoup plus. Voilà. Et après, il faut rembourser. Merci, Mme Roberdeau. Oui, effectivement, 44 millions, ça ne suffit pas. Ce que vous auriez pu dire aussi, parce que vous êtes aussi finalement un peu responsable de ça, c'est que les 2 hôpitaux de Saint-Dizier sont à l'équilibre. C'est quand même pas rien, il faut quand même le dire. Ouais. Enfin, voilà, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins, mais là, quand moi j'entends que les 2 hôpitaux de Saint-Dizier sont à l'équilibre, ça permet aussi d'avoir derrière des ambitions d'évolution. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit souligner. Par contre, il y a autre chose qui m'inquiète, je le dis publiquement. Quand il ne faut pas non plus se priver d'un appui des hôpitaux de Saint-Dizier quand on est à l'hôpital de Chaumont. Moi, j'ai entendu dernièrement des choses qui sont vérifiées. L'hôpital de Saint-Dizier a proposé son aide à l'hôpital de Chaumont. On lui a dit non. Pourquoi? Parce que c'est mieux à Dijon? Enfin, je rappelle quand même que Saint-Dizier, c'est en Haute-Marne quand même. Et que la proposition qui a été faite au centre hospitalier de Chaumont d'un soutien parce que l'hôpital de Saint-Dizier pouvait le faire, on n'a pas donné de suite. Je ne dis pas que ça a été rejeté, mais il n'y a pas eu de suite de données au centre hospitalier de Saint-Dizier qui avait proposé son aide. Donc voilà, donc je le dis quand même. Oui, Madame Robert de Haut. L'orthopédie, c'est ça?
Je- Une orthopédiste qui pouvait prendre des médecins, des malades, c'est ça? Non, il y avait, oui, il y avait dans plusieurs domaines, puis il y avait aussi de l'expertise, il y avait du conseil qui a été aussi proposé. Voilà, je pense qu'il faut aller chercher les bonnes volontés partout. Et voilà, donc il y aura un sujet, je pense que c'est pas le moment, on a beaucoup de sujets aujourd'hui. Je pense qu'aussi parler de l'avenir des hôpitaux en pleine pandémie et de la santé, ça perturbe les choses aussi. Aujourd'hui, on est quand même on est encore dans le dur, on est encore dans les difficultés avec des soignants qui sont fatigués, avec des médecins qui sont au front en permanence. Mais je pense que quand les choses vont s'apaiser, j'espère au deuxième semestre 2021, il faudra qu'on en discute. Voilà, il y aura un débat ici, si vous le voulez bien. Alors, Monsieur Fertès a redemandé la parole, Madame Laurence Robert-Dehaut, Monsieur Fournier et Madame Ravenel. Monsieur Fertès. Merci, Monsieur le Président. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la santé, effectivement, je ne vais pas m'étaler sur le national et effectivement l'absence de responsabilité des différents gouvernements depuis 30 ans. Effectivement, on a une pénurie de médecins au niveau national et c'est cette pénurie qui fait que on a des mercenaires et on a de plus en plus de zones sous-dotées et des déserts médicaux qui sont de plus en plus importants. Ça, c'est vrai. Donc, les solutions sont aussi complexes que pour nous, mais il va falloir qu'on clarifie très vite si le département joue le rôle pilote, effectivement, en association évidemment avec les collectivités, communes, interco et éventuellement des syndicats, pour effectivement gérer cette pénurie, puisqu'on a aussi une pénurie démographique, parce qu'on sait que jusqu'en 2030, on va subir ces conséquences donc d'un numerus clausus qui a été longtemps très strict et d'un départ à la retraite des médecins, on va dire, de nombreux médecins qui sont beaucoup moins remplacés par les jeunes. Donc on sait qu'on a un effet ciseau qui va durer une bonne dizaine d'années encore. Et donc, on ne peut pas se permettre d'attendre, effectivement, même si on peut le déplorer. Il va falloir, je pense, qu'on clarifie si le département est pilote ou pas. S'il l'est, c'est ce qu'on souhaite, et je partage ce qu'avait dit M. Fournier, on soutiendra. S'il ne l'est pas, évidemment, les collectivités assumeront leurs responsabilités et feront ce qu'ils auront à faire. Mais je pense que ce ne sera pas une bonne solution, puisqu'effectivement, ça peut générer encore plus de concurrence qu'il y en a déjà entre départements et entre régions en France. Sur les hôpitaux, nous, effectivement, je vous remercie de prévoir ce débat, parce qu'effectivement, il va falloir se poser des questions et les bonnes questions. Donc nous, on le dit depuis des années, on l'a même annoncé clairement durant notre campagne et on œuvre de toute façon en ce sens. Donc, c'est qu'il faut, dans le cadre du GHT 2152, donc qui concerne la moitié sud du département, il faut qu'on continue l'intégration avec le CHU de Dijon. C'est l'avenir. On a passé malheureusement effectivement le train du plateau technique unique. Ça, le train est malheureusement définitivement passé. On a voulu montrer avec la maternité, en regroupant tout à Chaumont, voir s'il allait y avoir une synergie. On est passé d'un taux de fuite de 40% à un taux de fuite à 80%. Ça montre que tout rapatrié sur Chaumont, qui est, j'allais dire, je suis au regret de le dire comme vous, le maillon faible, j'allais dire, des trois structures, qui plombent d'ailleurs tout le sud. Et ce ne sera pas la solution, ce sera une catastrophe pour le département. Par contre, Chaumont, comme Bourbonne, comme Langres, ont intérêt, évidemment, à s'intégrer plus fort vis-à-vis de la Côte d'Or et du CHU de Dijon pour justement faire des partages d'activités comme il se fait dans l'autre GHT de la moitié nord du département et où ça a l'air de mieux fonctionner. Donc il faut, j'allais dire, raisonner de manière intelligente. La proximité, on le voit avec cette crise sanitaire, est déterminante et il va falloir effectivement être vigilant là-dessus. Donc nos hôpitaux, donc il faut vraiment bien réfléchir et pas sortir de mauvaises solutions, mais on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Et pour terminer, je partage votre avis sur la campagne de vaccination. C'est de la responsabilité de l'État. Quand on leur prête des salles, pas de souci, mais c'est à eux d'assumer leurs responsabilités et de gérer enfin, j'allais dire, d'une manière un peu plus claire et logique cette crise, parce qu'il y a de sacrées incohérences et on le voit dans certains arrêtés préfectoraux ou sous-préfectoraux. On autorise des choses
en Haute-Marne qu'on interdit ailleurs. Et il y a vraiment des incohérences qui sont flagrantes depuis le début. On ne va pas leur jeter la pierre. C'est vrai que c'est une crise sans précédent, mais un peu de cohérence et de clarté, ça ferait du bien. Je vous remercie. Merci. Alors, on a encore 4 demandes d'intervention sur la santé. Après, je vous proposerai quand même de passer à un autre sujet, puisque je voudrais qu'on parle en début de cette séance beaucoup de solidarité. Je vous le redis, 107 millions de fonctionnement hein, pour le conseil départemental, 59% de notre budget. On aura encore beaucoup de choses à se dire dans la journée. Donc, je reprends. Donc, Monsieur Martinelli, Madame Laurence Robert de Haut, Monsieur Fournier, Madame Ravenel. Monsieur Martinelli. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur ce sujet de la santé, beaucoup de choses ont été dites et je vais essayer de ne pas redire ce qu'ont dit les autres. Peut-être rappeler quand même hein, qu'il s'agit d'un phénomène national hein, qui ne touche d'ailleurs pas que les zones rurales. Hein. Il y a beaucoup de zones urbaines qui sont périurbaines qui sont en grande difficulté aussi sur ce sujet et ça a été très bien dit par André Noireau. Il y a, c'est pas la seule raison, mais le numerus clausus évidemment. Juste, je voulais dire un mot sur l'engagement des collectivités, notamment ce qui concerne la communauté d'agglomération de Chaumont. Ça vaut probablement d'ailleurs pour les autres communautés auprès du département sur ce sujet. D'abord, et vous l'avez dit, hein, il y a des choses qui sont faites, des expérimentations hein, qui sont menées. Le département avec l'hébergement des étudiants, mais on a aussi notamment à Fronte, là, un site où on expérimente l'accueil des stagiaires qui fonctionne plutôt bien, mais là aussi, hein, ça nécessite d'avoir des professionnels de santé très engagés. Hein. On a dans les pistes, évidemment, et ce n'est pas une solution miracle, mais la télémédecine hein, qu'on souhaite aussi développer sur notre territoire. Et puis, je rebondis un peu sur ce que disait Jean-Michel Rabier, également Elisabeth Robert de Haut, sur les communautés professionnelles territoriales de santé. Ce qui est important, à mon sens, c'est que les professionnels se saisissent de ces sujets. Et moi, je suis d'accord qu'on peut être évidemment en accompagnement, tout en étant vigilant, parce qu'on voit bien qu'on pourrait vite rentrer dans des systèmes inflationnistes où on pourrait tout attendre de nous, ce qui n'est pas envisageable. On peut pas tout porter. Et on a connu d'ailleurs des expériences, y compris dans la Pierre, hein, où on a des maisons médicales qui ont été portées par les collectivités et où au final on est loin des objectifs qui en étaient attendus, plutôt des résultats que des objectifs d'ailleurs. Voilà. Mais ce que je voulais surtout redire, puis pardon, je voudrais non pas répondre à Monsieur Fuertes, mais je crois que c'est un raccourci de dire que Chaumont est le maillon faible du GHT 52-21. Je crois qu'il faut se mettre autour de la table et en discuter de façon peut-être plus sereine. Ça me semble indispensable. Mais voilà, vous dire, Monsieur le Président, qu'évidemment, les collectivités, enfin en tout cas celle que je préside, sera aux côtés du département pour réfléchir sur ces sujets et pour voir sur chaque territoire ce qui est le plus intéressant de mettre en place. Merci. Merci, Monsieur Martinelli. Madame Laurence Robert de Haut, vous avez la parole. Oui, enfin, j'ai baissé la main depuis parce qu'en fait, ce que je souhaitais dire a été dit. Je voulais malgré tout rappeler de faire bien attention de ne pas démunir le nord de la Haute-Marne au risque de voir les patients partir sur Nancy ou Reims, comme c'est déjà beaucoup le cas aujourd'hui. Parce que finalement, quand on va à Nancy, si on habite Saint-Dizier, c'est beaucoup plus près que d'aller dans le sud de la Haute-Marne. Donc, pour répondre un petit peu à ce que disait Monsieur Noireau et à toute cette affaire de plateau technique dans le sud, voilà. Ne pas démunir le nord surtout. Je crois que c'est très important. Merci. Merci. Alors, Monsieur Fournier, vous avez demandé la parole. Merci. Ben, je vais être très bref hein, pour terminer là-dessus. Ce que disait André Noireau sur le numerus clausus, effectivement, bon, là, nous, on ne maîtrise pas du tout ça, c'est au niveau national. Bon, ceci dit, ça fait plus que 10 ou 15 ans. Hein, c'est Simone Veil hein, qui a mis en place le numerus clausus qui aujourd'hui nous fait très mal hein, contre la volonté de beaucoup de médecins généralistes d'ailleurs à l'époque.
Il a été assoupli il y a 2-3 ans à peu près, très fortement, ce qui risque d'être positif pour un département comme le nôtre d'ailleurs, effectivement, puisqu'on va avoir beaucoup plus de médecins. Le problème, c'est que vous savez qu'un médecin, ça met au moins 9 ans à se former et qu'en fait, là où ça va faire très mal, c'est d'un point de vue chronologique, c'est ce temps de battement entre voilà, le temps de formation des médecins et là où on va avoir le pic de départ à la retraite. Et ça correspond, on va voir dans notre territoire, hein, c'est dans 3-4 ans pour nous et ça va durer 5 ans sur lesquels ça va être très douloureux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'insiste sur la notion d'urgence. Évidemment, je sais que ce n'est pas notre rôle de maîtriser la santé et que ça devrait être à l'État de le faire. J'en suis bien conscient, mais moi, c'est uniquement à cause de la situation très pragmatique qu'on va avoir en face de nous d'urgence. Voilà. On a parlé des hôpitaux, donc c'est très bien si on peut avoir un débat sur le sujet. Moi, je pense que là, dans ce genre de débat, il faut effectivement garder un peu de modestie, notamment par rapport à certains propos que j'ai entendus. Effectivement, alors je suis très heureux d'entendre que les hôpitaux de Saint-Dizier soient à l'équilibre. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, ça sera peut-être toujours pas le cas. Pour Chaumont, pareil, effectivement, on a des situations qui peuvent évoluer, qui sont sur le très long terme, avec des problèmes qui sont quand même lourds à résoudre. Donc voilà, j'inviterai tout le monde effectivement à tenir des propos quand même peut-être pondérés sur le sujet, même si ça n'empêche pas d'être en face de ces problèmes. Hein. Donc voilà, effectivement, quand j'entends maillon faible du réseau Sud-Haute-Marne, bon, je pense que c'est un propos qui est pas qu'on peut pas entendre, en tout cas pas dans tous les domaines, en sachant que effectivement, je ne sais pas si c'est uniquement les structures qui sont responsables, mais il y a un problème tout simple, hein, c'est la démographie. Je ne voudrais pas dire, mais ce qu'on vit pour les hôpitaux, avec est-ce que 3 hôpitaux pour la Haute-Marne, 3 plateaux techniques, c'est pertinent. C'est des propos qu'on a pu entendre pour rebondir sur plein d'autres sujets. Pour les collèges, par exemple, est-ce que c'est pertinent d'avoir autant de collèges dans telle ou telle zone? Bon, on est sur du service public, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Effectivement, un hôpital, on a la vie des gens entre les mains, donc oui, il faut quand même être efficace. Je suis d'accord, mais voilà, je ne voudrais pas qu'on mélange un peu tous les débats. On est dans un territoire effectivement qui a des problèmes de démographie et le nombre d'hôpitaux, comme le nombre de collèges, comme le nombre de services publics qu'on a, effectivement, va être le problème numéro 1. Mais c'est la raison pour laquelle on se bat pour l'attractivité du territoire et pour regagner des habitants. Bien, merci Monsieur Fournier. Voilà, je réponds pas à un certain nombre d'entre vous puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, Madame Ravenel, vous avez demandé la parole. Voilà, je vais prendre le micro. Merci, Monsieur le Président. Simplement, par rapport à, je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit, hein, bien évidemment. On a laissé passer le train à un moment donné. Bon, ça c'est fait, on ne va pas refaire l'histoire non plus. Là, on en est là aujourd'hui. Alors, en ce qui est de la collaboration entre les hôpitaux de Chaumont et du Langres, qui, comme vous l'avez souligné, refuseraient d'envoyer peut-être sur Saint-Dizier, c'était peut-être aussi un cas d'espèce parce que moi, par contre, j'ai une expérience dans ma famille qui s'est renouvelée à maintes reprises, à savoir que Chaumont, tout comme Langres, ont envoyé ma famille à Saint-Dizier parce qu'il n'y avait plus de réanimation, pas plus à Chaumont qu'à Langres. Ils l'ont fait délibérément. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Cependant, on peut quand même dire que s'il m'avait demandé l'avis, s'il avait demandé l'avis à la famille ou au patient, s'il avait été en état de le dire, je pense qu'il aurait plutôt opté, hélas, parce qu'effectivement c'est une fuite, mais en ce qui nous concerne, nous, le sud-au-Marnais, tout au moins au sud de Chaumont, on aurait plutôt opté pour Dijon ou pour Nancy, parce que l'accès est beaucoup plus facile. Parce qu'aller à Saint-Dizier, depuis chez moi, c'est quand même un peu galère. Hein. Alors qu'au CHU à Dijon, on y est en moins d'1 heure. Hein. Parce qu'on est quand même, en plus, on a un nœud autoroutier qui nous permet soit d'aller à Dijon, soit d'aller à Nancy. Alors, ceci expliquant peut-être aussi un peu la fuite. Maintenant, ce qui concerne les plateaux techniques, il me semblait quand même qu'il y avait un plateau technique qui était quand même très performant sur Chaumont et qui, bien sûr, est utilisé peut-être à 10% de sa capacité. Il faut quand même le souligner, c'est bien dommage. Alors, par rapport à la médecine libérale, effectivement, il y a des professionnels de santé qui s'en saisissent, comme disait M. Martinelli.
parce que je connais un médecin qui, effectivement, travaille sur le sujet, a un projet, des idées, un projet qu'il a d'ailleurs soumis au Conseil de l'Ordre et qui lui a donné, qui a tout à fait approuvé sa façon de voir les choses. Voilà, donc on pourrait peut-être se rapprocher aussi de certaines idées. Voilà, c'est tout. Et je vous remercie. Merci à vous tous pour ces interventions sur la question de la santé au sens large. Voilà, après 1 heure de débat, je vous propose quand même maintenant de prendre, à moins qu'il y ait des questions d'ordre plus général. Bon, je pense qu'on aura aussi l'occasion de débattre sujet par sujet au moment du vote des budgets. Je vais donc laisser la parole. Alors, on va procéder de la façon suivante, hein. On va donc tout de suite évoquer le rapport 1.1 et 1.2 qui sont des informations et qui vont être présentées par Monsieur Gros-Lambert. Et ensuite, nous prendrons la 6e commission, la 7e commission et la 8e commission. Puis ensuite, on reviendra sur la 1re, la 2e, la 3e, la 4e et la 5e. On en avait parlé la dernière fois. J'avais un peu trop l'impression qu'on sacrifiait, par manque de temps, en tout cas, on sacrifiait peut-être aussi un certain nombre de débats qui n'avaient pas lieu sur nos missions qui sont quand même essentielles, je le redis, la solidarité départementale. Et donc, on va donc évoquer ça très rapidement dans cette séance plénière. Alors, Monsieur Gros-Lambert, vous avez la parole pour présenter le rapport 1 et le rapport 2, qui sont 2 rapports d'information. Absolument, merci Monsieur le Président. C'est les délibérations habituelles. En ce qui concerne la première, elle concerne les dossiers contentieux en cours. Donc, en application de l'article 3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales et par une délibération du 6 novembre 2017, nous avons délégué au Président pouvoir pour tous les contentieux relevant des ordres administratifs et judiciaires et quel que soit le niveau d'instance. À ce titre, le Président peut intenter au nom du département les actions en justice et défendre le département dans les actions intentées contre lui. L'exercice de cette compétence doit faire l'objet d'une information de l'Assemblée départementale. Aussi, vous sont présentés dans ce rapport les listes des dossiers en cours ou ayant fait l'objet d'une décision de justice. Ce rapport, bien sûr, d'information ne donne pas lieu à vote. Oui, je peux prendre la parole. Monsieur Patrick Viard. Oui, Monsieur Viard, vous avez la parole. Simplement, information pour information, je voulais vous informer, Président, et puis informer mes collègues, qu'on avait prévu avec Catherine Pasdior, on est tous les deux les représentants du département au collège La Rochotte, de visiter le collège avec Madame la principale, Madame Thierry, pour effectivement constater de visu les fameux désordres. Par téléphone, on en a parlé, il semble être important. Voilà, donc c'était une information que je voulais vous donner. Merci. Bien, d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, donc nous passons au rapport numéro 2. Monsieur Gros-Lambert, Oui. vous avez la parole. Oui, merci Président. Le Code général des collectivités territoriales permet à l'Assemblée départementale de déléguer une partie de ses attributions au Président. La délibération du 6 novembre 2017 confie ainsi au Président délégation sur des thèmes précisément listés, marché, contentieux, fixation de tarifs, droit de préemption. Dans la continuité de l'information qui vous est donnée régulièrement sur la passation des marchés publics ou des dossiers contentieux, le rapport du Président vous présente les décisions prises s'agissant du Fonds de solidarité pour le logement. Ce rapport d'information ne donne bien sûr pas lieu au vote. Il ne pose pas de problème. Merci, Monsieur Gros-Lambert. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas. Alors, je vous propose donc de prendre tout de suite le rapport de la 6e commission, le budget primitif 2021 concernant le système d'information et du projet e-administration qui est présenté par Madame Michel. Oui, c'est ça. Vous m'entendez? On vous entend. J'ai l'honneur de vous présenter le rapport sur le budget primitif de la direction des systèmes d'information et du projet e-administration. Pour l'année 2021, le budget informatique s'élève à 3 079 800, dont 2 215 400 en investissement et 864 400 en fonctionnement.
Par rapport à l'année 2020, ce budget est ambitieux en investissement avec une augmentation de 17,1%, tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement en augmentation de 2,9%. La direction des systèmes d'information gère également les budgets informatiques du service départemental d'assistance technique pour l'environnement, DAT, et du laboratoire départemental d'analyse, présenté au sein de budgets annexes. Garant de l'accessibilité, de la sécurité, du développement du système et des outils informatiques de la collectivité et des agents, la direction des systèmes d'information offre également ses services à l'ensemble des collèges du département, au service départemental d'incendie et secours, le SDIS, la maison départementale du tourisme, la maison départementale des personnes handicapées et le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Il est également le service support de la SPL XDMAT aux 396 collectivités adhérentes de la Haute-Marne. Les principaux projets de e-administration sont le portail qui sera mis à la disposition des associations pour y déposer et suivre leurs demandes de subvention, ainsi qu'aux demandeurs d'allocation personnalisée d'autonomie APA en tant que site pilote du projet de la CNCA. La modernisation des systèmes d'information du conseil départemental se déclinera par la mise à disposition d'un certificat de signature électronique à chaque agent, mais aussi à la dématérialisation du dossier agent à travers une gestion électronique de documents qui se poursuivra dans les années à venir. Le télétravail sera géré et suivi avec la fin de l'équipement en ordinateur portable des agents qui vont l'être, la mise en œuvre d'un outil de demande et la modification de la gestion du temps. Les circonscriptions d'action sociale seront équipées de matériel en visioconférence performant. Au sein du pôle des solidarités, la gestion électronique des documents sera migrée sur un outil plus performant et interopérable. Un nouveau logiciel destiné à la maison pour l'autonomie et l'intégration des maladies d'Alzheimer, MAIA, sera acquis, ainsi qu'un module destiné à la gestion de l'accueil familial. Une interface RSA et Pôle emploi sera également mise en œuvre. Au sein du pôle d'aménagement, les nouveaux centres d'exploitation seront équipés d'un système de vidéosurveillance et d'un logiciel de gestion des pompes à carburant centralisées. Au niveau technique, les 2 baies centrales de stockage des 2 sites Chaumotais seront renouvelées, ainsi que 2 serveurs centraux. Un logiciel de suivi des modifications de fichiers et données personnelles sera acquis dans le cadre du RGPD. Le système d'information géographique continuera son développement d'outils au service du pôle d'aménagement, notamment au niveau des routes et de l'environnement, mais également pour le pôle des solidarités par la poursuite du projet Imeuse Santé et l'Observatoire de la pauvreté. Au niveau des collèges, le département continue sa politique ambitieuse d'équipement numérique, notamment au travers des réseaux des collèges, projet innovant depuis 2016 qui repose sur la fibre optique départementale, permettant une centralisation de l'informatique, mais également de la téléphonie. En 2021, la totalité des collèges auront leur téléphonie gérée par le département, leur permettant une économie totale de 100 000 € annuels sur la totalité de leur budget, sur les 23 collèges. Internet et téléphonie. Les dotations annuelles des collèges restent élevées à 420 000 €. Les collèges haut-marnais sont les mieux dotés de l'Académie de Reims et parmi les meilleurs au niveau national, avec un ratio de 2 élèves par équipement numérique, ordinateur et tablette. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions d'inscription budgétaire qui ont recueilli un avis favorable de la 6e commission le 19 novembre 2020 et dont je suis très fière quand on voit le rapport. Voilà. Merci Madame Michel. Je suis également très fier de ce qu'on peut faire. Effectivement, quand je vois l'équipement qu'on fournit dans les collèges, vous l'avez dit, c'est souligné. Merci pour ce rapport qui est transversal, puisque vous avez vu que toutes les directions, toutes nos actions sont concernées par ce rapport. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce budget? Monsieur Fournier. Monsieur Fournier, vous avez demandé la parole. Merci. Effectivement, je peux confirmer, pour l'utiliser tous les jours dans mon métier, que c'est du matériel qui est quasiment toujours très performant, et ceux qui ne sont pas très performants sont en train d'être remplacés justement par ce type de budget. Donc franchement, effectivement, bravo. C'est vraiment du matériel dont on peut effectivement être fier et qui est vraiment performant.
Alors, on avait évoqué, ça fait déjà quelques années maintenant, ça doit faire peut-être bien 4 ou 5 ans, lorsqu'on avait évoqué justement c'était dans un autre cadre, je vous avoue que je ne me rappelle plus, mais c'était des subventions justement pour d'équipements en tablette. Le fait que, effectivement, bon, c'est un équipement qui est obligatoire, effectivement, nos collégiens doivent savoir utiliser ce genre d'outils. Cependant, quelques-uns parmi nous avaient un peu tiré la sonnette d'alarme sur le fait qu'on pouvait un petit peu trop systématiser peut-être le recours à ce type de matériel, qui n'avait pas forcément toujours un très bon impact sur le développement cognitif des élèves. Et il avait été évoqué la possibilité de mener une étude sur l'impact que ça pouvait avoir si on passait trop de temps dessus par rapport d'un point de vue pédagogique, par rapport à l'ensemble des cours. Enfin, on avait évoqué ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir évaluer un peu l'usage qui pouvait être fait de ces supports informatiques par rapport aux supports classiques, etc. Alors, je ne sais pas du tout si ça a été lancé. Je ne pense pas que ça a été lancé. Mais voilà, c'est juste pour évoquer le fait que certaines collectivités et certaines universités ont lancé des études là-dessus. Je ne sais pas si on a les moyens de le faire. Je ne sais pas si on peut se rapprocher d'une université qui mène des études là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour rappeler ça. Alors, il n'y a pas d'urgence. Voilà, c'est pas une question avec une réponse qu'on réclame là tout de suite, mais juste pour évoquer le fait qu'on en avait parlé. Et ça serait peut-être intéressant d'avoir une étude sur le sujet. Voilà. Madame Brasseur, vous vouliez répondre, je crois. Alors effectivement, on n'a jamais fait d'études. Moi, je n'ai pas souvenir de ça en tout cas. Et je dirais qu'on est plutôt, on se positionne plutôt dans l'évolution des matériels. Effectivement, on n'est plus vraiment dans l'utilisation de la tablette de base aujourd'hui. On est vraiment dans un mouvement, dans une dynamique par rapport à l'équipement numérique, ce qui nous permet, je le rappelle, d'avoir un taux d'équipement particulièrement important, puisqu'on est le premier département en termes d'équipement informatique pour les collégiens. Voilà. Mais pourquoi pas, hein, on peut peut-être faire une étude, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans la dynamique de développement plutôt que d'études. On pourrait d'ailleurs proposer au DAZEN ou au rectorat de s'occuper de cette étude. Je crois qu'il se pose déjà la question. Je crois qu'il y a des réflexions qui sont menées à cette échelle-là. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce budget? Non. Bien, alors on le votera après, puisqu'on va déjà tout de suite passer au budget d'après, qui est le budget de la vie collégienne. Madame Brasseur, je crois que c'est vous qui le présentez. En fait, donc j'ai le plaisir de vous présenter le rapport relatif à l'inscription des crédits liés à la politique éducative du département. S'agissant tout d'abord des dépenses de fonctionnement des collèges publics, au cours de notre réunion du 25 septembre dernier, nous avons déterminé les dotations de fonctionnement des 23 collèges publics du département pour 2021. Comme cette année encore, la direction prêtera une écoute constante aux besoins de tous les collèges. Pour mémoire, la dotation 2021 du collège Diderot de Langres sera augmentée de 8 000 € afin de lui permettre de faire face aux dépenses relatives à la redevance des ordures ménagères ainsi qu'aux coûts d'entrée et frais de transport d'Aqualangres. De même que l'an passé, le département prendra directement à sa charge les dépenses liées à l'équipement de protection individuelle des agents du conseil départemental intervenant dans les collèges. Le coût de cette gestion, prise en charge directement par la collectivité, est estimé à 104 520 €. Il vous est donc proposé d'inscrire pour le fonctionnement des collèges publics un crédit de 2 383 000 €. Les dépenses de fonctionnement relatives aux établissements privés sont réparties en 2 contributions que nous avons votées également lors de notre réunion du 25 septembre dernier. Il s'agit déjà d'une part la contribution forfaitaire au titre des dépenses de fonctionnement matériel des établissements et de la contribution forfaitaire au titre des dépenses de personnel non enseignant des établissements. En conséquence, il vous sera proposé d'inscrire les sommes correspondant à ces 2 contributions, soit un montant global de 811 427 €.
Pour la participation aux dépenses de fonctionnement des gymnases des autres collectivités utilisées par les collèges, il vous est proposé d'inscrire une somme de 200 000 €. Afin de faire face aux réparations et aux coûts de la maintenance curative des matériels de collège, il vous est proposé l'inscription de 40 000 €. En ce qui concerne les aides aux scolaires, l'aide à la demi-pension et à la pension concerne plus de 1 500 bénéficiaires et se monte à 240 000 €. Les crédits relatifs au séjour de découverte se montent quant à eux, selon les prévisions des partenaires, à 300 000 €. Monsieur le Président vous propose l'inscription de ces deux sommes au budget 2021. Les repas destinés au collège de Joinville sont fabriqués et livrés par le lycée de Joinville. Le coût est facturé à 3 € au collège. Le reste à charge pour l'établissement est estimé à 1,10 € environ. Il est ainsi proposé l'inscription de 50 000 € pour la prestation de fourniture de ces repas. Le conseil départemental a souhaité continuer à participer aux frais de transport des élèves internes et aux gestionnaires des services de restauration des élèves en situation de handicap des écoles primaires pour le repas du midi. Aussi, il vous est proposé l'inscription d'un crédit de 70 000 € pour ces deux aides. Le département soutient cette année encore les actions éducatives menées par des établissements afin de sensibiliser et d'informer les élèves sur des thèmes particuliers au-delà du cadre de l'enseignement théorique. Il s'agit notamment de proposer aux collégiens la visite de sites culturels tels que le mémorial Charles de Gaulle, la villa gallo-romaine d'Andilly ou encore le château du Grand Jardin, et de soutenir les forums relatifs à l'orientation et le dispositif des classes relais. Monsieur le Président vous propose de poursuivre notre soutien à ces opérations en inscrivant un crédit de 38 000 €. D'ailleurs, cet après-midi, en commission permanente, nous reviendrons sur les forums d'orientation. Par ailleurs, le conseil départemental travaille en lien avec les partenaires du monde éducatif tels que Canopé, qui contribue par exemple à la formation des enseignants dans les domaines des technologies, de l'information, de la communication pour l'éducation. Pour cela, il vous est proposé d'inscrire au budget primitif 2021 65 000 €, dont 15 000 en investissement au soutien de Canopé. Le CCHM, il est notre partenaire principal dans le cadre des séjours découvertes. Comme les années précédentes, Monsieur le Président vous propose de participer aux frais de siège de l'association à Chaumont, aux actions de formation des cadres et aux assurances pour un montant de 30 000 €, ainsi qu'au salaire du personnel saisonnier et occasionnel et d'un permanent voile pour la somme de 125 000 €. S'agissant des dépenses d'investissement relatives à l'espace numérique de travail, donc l'ENT, des collèges publics, il vous est proposé d'inscrire 36 500 € pour cet outil acquis en commun avec la région. Les dépenses d'investissement concernant l'aide apportée au conseil départemental aux établissements privés au Marnais pour la réalisation de leurs investissements, que ce soit les établissements d'enseignement général ou les établissements agricoles privés comme les MFR, dans la continuité de ces actions, il vous est proposé d'inscrire un crédit de 140 000 €. Le conseil départemental renouvelle le mobilier et les matériels défectueux, obsolètes ou usagés des collèges publics du département. L'ensemble du mobilier acheté par la direction de l'éducation pour ces établissements restera la propriété du conseil départemental et sera donc porté à l'inventaire de la collectivité. Pour cela, un crédit de 750 000 € pour renouveler le matériel et le mobilier en 2021 sera inscrit au BP. Ces crédits sont gérés par la direction de l'éducation. Les premiers achats après reconstruction des collèges demeurent de la compétence de la direction des bâtiments. Concernant les recettes de fonctionnement des collèges publics, Monsieur le Président vous propose d'inscrire en 2021 700 000 € au titre du Fonds départemental de rémunération des personnels d'internat.
Les recettes d'investissement de la direction de l'éducation sont exclusivement composées du remboursement des prêts étudiants qui ont été accordés jusqu'à l'année universitaire 2016-2017. De ce fait, il vous est proposé d'inscrire 10 000 € de recettes d'investissement. Enfin, Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur l'ensemble de toutes ces propositions en faveur de l'éducation qui ont reçu un avis favorable de la 6e commission le 19 novembre dernier. Merci, Madame Brasseur. Y a-t-il des demandes d'intervention? Personne? Bon, c'est que c'est très clair, Madame Brasseur, s'il n'y a pas de questions. Bon, tant mieux. Bien. Alors, nous allons donc passer au vote des deux rapports de la 6e commission, le 6.1 et le 6.2. Je vais donc faire l'appel pour le vote. Alors, Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal.